Attention, vous écoutez un programme audioactif. La musique, c'est cool, hein. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 51 de C'est qui en pôle avec un invité aujourd'hui. Olivier, comment ça va ? Salut Cyril, bonjour à tous, ça va très bien, merci pour cette invitation, très sympa. Bon, on va parler un petit peu forcément des courses et on est au Saubière, ouais, à Saint-Germain-en-Laye, voilà. Ouais. Un peu le Mugello de chez moi, quoi, parce que c'est à côté. Je joue à domicile. Vous avez reconnu Steph, évidemment. C'est toujours un bar à bière, par contre. Hein. Ouais, voilà, ça c'est la constance. Oui, il y a une espèce de fil rouge dans nos lieux de rencontre. Il y a d'autres fils rouges, mais bon. C'est vrai. Et Pierre, évidemment. Oui, bonjour. Bon. Et bon anniversaire à moi, parce que ça fait 1 an que je vous ai rejoint sur ce podcast. Donc, ça fait 1 an tout rond. Ouais, j'avais débriefé RRS l'année dernière avec vous. Après la baby shower. Donc merci de m'avoir accueilli comme un orphelin. Comme un orphelin. Et depuis, on parle vachement plus de Ducati qu'avant. Ouais, c'est bizarre. Bon, Olivier, qu'est-ce qui t'amène déjà ? La bière. La bière, oui, déjà. Mais Triomphe aussi, non ? Oui, Triomphe. Ouais, mais ça, c'est qu'en Moto 2, Triomphe. Ouais. Non, alors en fait, j'ai découvert le podcast totalement par hasard, en naviguant aussi par hasard sur Spotify. Et Putain, sur Spotify, c'est toi alors. Oui, c'est toi. C'est vrai, absolument. Une écoute, c'était moi. Ah bah vache. Et puis du coup, j'ai suivi le compte Twitter de C'est qui en pôle. Et puis voilà, on a discuté tous les trois, Pierre et Cyril et moi, un petit peu. Et puis moi, je suis journaliste de métier. Donc voilà, j'avais envie de refaire de la radio. Et c'était la bonne occasion pour refaire de la radio en parlant en plus de moto. Donc c'était le combo parfait, quoi. Journaliste avec une vraie carte de presse et tout ? Absolument. Oh, je peux vous la montrer. On va se faire des entrées. C'est notre caution, tu sais. De la radio, je pense que t'as dû déchanter, quoi. T'as vu un peu le game. C'est un peu l'idée, ouais. Est-ce que tu veux me faire le planning de Radio France ? Alors, le planning de Radio France, c'est de payer le 1/2 SMIC pendant 6 ans et après, t'as une chance de gagner 3/4 de SMIC ? Oui, c'est ça. Ah bah non. Vaut mieux boire des bières assez frais que d'être payé des queues de cerises. Exactement. Voilà, également. Bon, donc on est sur l'épisode 51 et il y avait comme tous les ans, comme à tous les numéros plutôt, c'est pas mal ça. Des goodies à gagner et c'est 1200 Bandit Suzuki qui a gagné. Mais en quoi il roule ? Je pense qu'il roule en Suzuki. Mais s'il veut gagner, il faut qu'il roule en Ducati, je crois. Pas sûr. Et rouler en il a 6, gagné. Tu crois ? Ah oui, c'est juste pour avoir la plus. Oui, c'est ça en fait. Il est à 125 à la vitesse. N'importe quoi. Reculé. Et donc, en partie offert par la bécannerie, Thium, Off-Bike, etc. Et pour le prochain Grand Prix, donc qui se déroulera au Mans, évidemment, il y aura un petit peu plus de goodies que prévu, puisque la bécannerie met en jeu un t-shirt et un tote bag en plus. Voilà, cool, de tout ça. Donc voilà, même principe du jeu par contre. Tote bag, c'est un truc à la mode. Ouais, c'est les 50 tissus. Voilà. On va parler rapidement donc du numéro 51 et pour le coup, on va parler un petit peu de Pierrot, évidemment. Je croyais que c'était le pastis. Non. Et pour le coup, il est pas jaune, il est rouge. Bon, un petit mot rapide donc sur le pilote développeur de Ducati qui a un palmarès, on va dire assez modeste. Une victoire en Moto 2 en 2011. Je crois que la même année, il fait un autre podium. Mais il rejoint Ducati donc en 2013. Il va faire des wildcards régulièrement, notamment au Mugello et à San Marin. Il y fera régulièrement quand même des top 10 qui, pour un pilote d'essai, est quand même plus qu'honorable. C'est-à-dire même compte tenu de son palmarès, on va dire en course, comme je le disais, modeste. Mais en tant que pilote d'essai, il est quand même d'un assez bon niveau. Alors, en parallèle, il va surtout être engagé en CIV. En 2015, 2017, 2018, il va le remporter. Et c'est cette année-là, donc en 2018, qu'il va étraîner la V4R, donc qui fait des merveilles cette année en Superbike avec Bautista. Donc on se rappelle également de sa chute au Mugello l'an dernier, qui avait été assez terrible. Ouais, de toute façon, au crash test demi, il y avait des bras dans tous les sens, des jambes. C'était assez compliqué. Mais est-ce qu'il serait pas policier comme Petrucci aussi, Pirot ? Je sais pas. En tout cas, il est pilote d'essai. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est quand même son travail sur la Ducati, parce qu'on a vu qu'elle a progressé en même temps qu'elle monte en puissance de Dovi, comme peut faire un Sylvain Guintoli avec la Suzuki. On voit que c'est un pilote d'essai qui est rapide et qui semble emmener la moto dans une bonne direction. Ouais, il y a un beau parallèle à faire entre les deux, donc entre Guintoli et Pirot, puisqu'ils ont pris tous les deux Suzuki démarrait et Guintoli, et Pirot, entre guillemets, avec Ducati, avait beaucoup de choses à reconstruire, mais ils ont tous les deux emmené des motos à un très bon niveau. Donc ça montre aussi toute l'importance d'une personne comme ça dans une équipe. Il n'y a pas que les pilotes.
Donc on va parler des news qui se sont un petit peu éparpillées en amont de Rérez. Donc on a surtout Energica qui a annoncé que toutes les nouvelles motos seraient prêtes pour fin mai. Donc le planning du Moto E sera tenu. Olivier, tu voulais parler un petit peu du Moto E ? Juste dire que j'avais très hâte que ça commence en fait, vu le potentiel pilote qu'on a dans cette Moto E, que des têtes brûlées. À mon avis, ça va être pas un jeu bien bien avec rigolo. Alors, j'ai pas fait exprès celui-là. Mais c'est peut-être ça en fait. C'était tellement chaud. Ça promet du gros spectacle. Après, effectivement, on voit qu'on a vu sur les essais que niveau temps, c'était pas ça les motos E. Mais bon, ça va être la première saison. On va les laisser se développer tranquillement. Ouais. Ça peut faire des belles courses. Ouais, puis c'est intergénérationnel. Il y a un peu tous les âges et c'est pas des peintres. Donc ça va être intéressant de voir. Surtout comme au trophée Clairefontaine en voile, nivelé par, enfin pas nivelé, mais à armes égales, vraiment quoi. Ils seront avec les mêmes bécanes. Après, je sais pas s'ils auront des réglages différents ou quoi. Ah bah si, forcément. Il y a des châssis qui sont un petit peu réglables, les braquets, etc. Ça va pas être aussi différent que des teams Moto 2 ou... ils ne pourront pas jouer sur l'allumage. Voilà, ouais. Et même Moto 3, même la Moto 3, il y a deux types de moteurs. Ils ont pas allé rebobiner le moteur en secret. Non. Ils ont la même... Ils ont la même moto. La même dotation technique. Il y a peut-être des points d'ancrage différents. Bah non, même pas. Non, je pense que c'est vraiment... la géométrie peut-être des suspensions, c'est tout quoi. Non, ils pourront jouer un petit peu sur la chasse, sur... Ouais, puis forcément adapté au pilote, parce que s'il y a un pilote qui fait 1m50 et l'autre qui fait 1m90, à race base, peut-être le droit de toucher les cale-pieds, non ? Voilà. Bon, on va parler du Moto 3, donc Albert Arenas qui est revenu donc pour Rérez après avoir manqué 2 courses. Pierre, pour le Moto 2 ? Oui, donc en fait on a appris que Mattia Pasini allait faire une nouvelle pige de remplacement. On se souvient de son excellent résultat avec le team Flexbox Calex au quota. Donc il sera dans la partie à Rérez pour le team Angel Nieto qui arrive à remplacer cette fois Jake Dixon qui avait chuté aux USA et qui a été victime d'une commotion cérébrale. Donc cette fois, par contre, il roulera avec le châssis KTM au lieu du châssis Calex. Donc on va voir ce qui va se passer en course, mais effectivement. Et du coup, autre news, mais du coup immédiatement à Rérez. Par contre, alors je crois qu'il est indonésien, Pawi, fait une chute en FP1. Il s'est fait une fracture du doigt, donc il a été opéré avec succès, tant mieux. Et comme on n'a pas sa date de retour, c'est Pasini qui va le remplacer au Mans. Potentiellement, on verra après. Mais du coup, Pasini a déjà 3 courses. Pasini constamment sur le banc, quoi. A priori, voilà, pour l'instant, c'est le joker pour tout le monde, quoi. Steph, pour les news MotoGP ? Eh bien, en parlant de se moquer, non, on se moque pas, parce que c'est quand même notre Jojo favori. Et puis, on va pas tourner Kazakh comme ça. Non, mais alors, dans le team KTM, l'excellent Pete Byrer, et Mike Leitner m'ont embauché Jean-Michel Bale. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissaient pas, c'est champion US motocross, ça s'appelait le motocross à l'époque, super, je sais pas quoi, enfin le truc où il saute à 150 mètres de haut en indoor quoi. Avec des bécanes de cross. Il y a un nom spécial Super pour cross. le championnat. Ouais, il est allé niquer les ricains chez eux, en fait, hein, faut quand même le dire. Et il a fait des assez bons résultats du temps où ça s'appelle 500 cm3. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va donc coacher ou épauler ou rassurer ou consoler Zarco. Alors ce que j'ai pas trop compris, est-ce que Zarco est un peu orphelin de Felon, même si je pense qu'ils sont plutôt engueulés. On sait pas, on saura pas, ou on saura quand il aura raté sa carrière, ce qui s'est passé avec Felon. Non mais c'est ça, tu sais jamais. Ouais, tu sais pas. Il y a la langue de bois quoi. Ouais. Et puis ils ont des intérêts communs dans le fait qu'ils ont une école commune. Mais donc ouais, Bale, moi ça me semble pas loufoque parce que ça lui fera de la compagnie déjà. Enfin c'est pas une blague que je dis là, hein, c'est... on sait que pour pas mal de pilotes, il y a le Ciboulot qui joue beaucoup, on a qu'à voir Vignales. Ben là, si Zarco peut retrouver un petit peu de zen, parce qu'on verra un peu plus tard dans le podcast, je pense qu'il était un petit peu monté dans les tours, si je puis dire, Zarco. Peut-être moins que sa bécane, mais... Ouais. Il pourra s'apaiser un petit peu et puis retrouver le chemin de la 10e place, par exemple, plutôt que la 17e. Oui. Donc, tu veux parler des tests aussi ? Oui, donc une petite news sur les tests. Ouais. Bon, le week-end après RRS, donc on a 2 jours de tests officiels. Le lundi, c'était pour le MotoGP uniquement. Et le mardi, Moto 2, Moto 3. Moto 2.
Et Quarta nous a signé un magnifique meilleur temps à Rérez. Meilleur temps. Record de pôle. Record de la piste. Ouais. Le couteau entre les dents. Le Cocorico. Ouais, Cocorico. Il aime bien cette piste, visiblement. Bah ouais, déjà en CEV, il l'a beaucoup pratiqué. Le CEV, il a couru quand même les pistes beaucoup sur les pistes espagnoles. Ouais. Et c'est toujours là qu'il a signé des bons résultats, quoi. Une petite news Superbike ? Oui, donc on a Loris Bas qui a bien confirmé son retour et celui de Tenket pour le round de Rérez le week-end du 7-9 juin. C'est en balance avec le week-end d'Imola qui a lieu cette semaine, mais du coup ce sera celui de Rérez. Ça sera à Rérez, donc du coup il va rester 8 courses. Il va rester 8 courses, on espère qu'il fera au moins un podium dans la saison, ce serait bien. Il y a de quoi bien se lancer pour la saison prochaine déjà. Ouais. Sachant que le podium, il a que 2 places en fait cette année. Ouais, c'est vrai. On va dire même une place et demie parce que Réa, il n'a pas lâché souvent. Non, mais c'est vrai que techniquement, il y a 2 places. Après, Réa, s'il tombe pas, il fait 2. C'est vrai. Mais lancer la saison prochaine pour Baz, c'est pas. Il n'a pas signé pour une autre saison avec Tenket. Non, c'est vrai, on est d'accord. Mais il peut se montrer. Voilà, c'est pas plus mal. Ouais. S'il a pas encore un team en carton où le mec il paye plus, ça lui est arrivé 2 fois, non, ça, en GP Une fois. J'ai l'impression que ça arrive qu'aux Français. Forward. C'est ça. C'était chez Forward. Donc on va passer à ce qui s'est passé sur la piste à Rérez. Donc en Moto 3 on a Suzuki, Mazia, Migno et Vietti qui passent en Q2. Et donc en Q2 la pole pour Dalla Porta. Suzuki et Vietti complètent la première ligne. Antonelli, Foggia et Rodrigo en deuxième ligne. Canet, Ramirez et Arenas en troisième ligne pour le Moto 2. Pierre. Oui, donc je disais tout à l'heure une grosse blessure de Carouli Dampaoui en FP1 qui est forfait pour le week-end et du coup pour le Mans aussi. En Q1, on n'a aucune KTM qui réussit à se qualifier en Q2 directement et c'est Lecun et Binder qui vont réussir à passer en Q2 avec Locatelli et Viré. Navarro en Q2 va marquer le coup en signant la pole devant Alex Marquez et Fernandez qui fait un bon retour de blessure. On a Gardner, Boulega, Baldassari en seconde ligne, Di Gianantonio, Lutti et Nagashima en troisième ligne. Sur les 10 derniers de la grille, on retrouve 7 KTM. Non mais voilà, c'est pour montrer un peu l'état des lieux de la maison autrichienne. Rapport à une petite photo que tu as tweetée. Je vois. Steph en MotoGP. Oui, il est à 15 ce jeune homme. Je le sens bien, ouais. Alors Quartararo, c'est pas la première fois ni la dernière qu'on va en parler. Il impressionne en FP, notamment en FP3 parce qu'il claque des pendules, ce salopard. Pas de pression. Soit il a un mental super fort, soit il s'en fout. Dans tous les cas, ça marche en fait. Alors en FP4, on a un petit drame, c'est qu'Iannone se pète la cheville ou du moins se blesse à la cheville. Il sera out pour le week-end, donc j'ai pas de trucs marrants à dire. Ça fait chier. Non, mais Iannone, on aime bien se foutre de sa gueule, mais là, voilà. Ah bah non. Avec son parfum, tout ça. Mais ça fait longtemps qu'il a pas fait d'esclandre. Moi, je m'ennuie un peu. Il y a pas sa nana qui va. T'as pas vu sa photo sur Instagram où il est laquelle Il est pas beaucoup habillé. Il est à côté de sa moto. Ah ouais. Non, mais je confirme que Iannone, faut le suivre sur Instagram. Ah bon, bah ouais. Mais faut que je me crée un faux compte Instagram pour le suivre sans avoir honte. Crée un vrai. Parce que là, sinon. Par contre, il bloque les gens, fais gaffe. Ah mince. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ah bon. Il y a un tweetos qui s'est fait bloquer parce qu'il avait mis une remarque. Pour moi, c'est plutôt un honneur. Alors bon, Zarco, parce qu'on aime quand même bien notre Frenchie, il se bourre 2 fois. Et surtout, en fait, ce qui a fait parler, c'est que il a été filmé et un peu enregistré. On entend le son quand les commentateurs ferment leur gueule, où il explique à son team que, en gros, ça marche pas, quoi. Que quand il est sur l'angle, il a zéro confiance, que quand il met la sauce, c'est pire que tout. Bref, mais c'est peut-être en fait des choses que tout le monde dit à tout le monde. Là, c'est manque de bol, ça a été capté. Parce que ce qu'il dit, à son team, ça doit se dire 100 fois dans le week-end dans le paddock. Ouais. Sauf que là, il était pour un Zarco, il était énervé en fait. C'est surtout il ça est qui a marqué. D'habitude, il est genre même quand il y a des trucs super bien ou super négatifs, il est d'un ton égal. Là, il était chaud quand même, mais c'est peut-être pas plus mal. Hein. C'est surtout que c'est pas les caméras de la Dorna qui l'ont capturé, mais les caméras de Canal. C'est Canal, oui. C'est ça qui est allé avec son micro parabolique pour choper le coup de gueule de Zarco. Ça, c'est ce qui a marqué, mais j'ai noté qu'il ne boude pas comme un Vignales, c'est-à-dire qu'il exprime son insatisfaction, mais il fait pas regarder par terre et filer dans son motorhome sans regarder son team. Il a changé de numéro? C'est déjà ça. Ah oui, c'est vrai, c'est 12. Ah, c'est plus le même. C'est plus le même. Ah putain, moi, je me suis fait avoir.
Sinon, pour parler de la piste, Miller et Rossi j'ai noté des recalés surprises de la Q1 parce que même si Rossi, on sait que les qualifs c'est pas son fort, c'est rare quand même qu'il se tape une Q1. Ou alors ils sont extraits. Non mais, je veux dire, parce que là, je spoil, c'est qu'il va y rester, c'est-à-dire qu'il passe pas le cut hein, comme au golf, il reste prisonnier du manoir de la Q1. Et c'est Vignales et Bagnaia, hein, le petit jeune, qui sauvent leur peau et qui vont aller en Q2. Donc Bagnaia, bravo. On verra après qu'il a eu un petit en course, mais bravo déjà pour ça. Et parlons quand même de ce qui nous intéresse plus. Le coup de tonnerre, nom de Dieu. Et surtout le coup de bambou sur la tronche au Team Yamaha officiel. Parce que Paul Quartararo, hein, quand même. Est-ce qu'il y a eu tirage au sort pour le gagnant des goodies ou pas? Parce que c'est le seul qui a dit Quartararo. C'est le seul. Ouais. Bravo, GS Bandit 1200 carbu. 1200, je précise carbu, hein, 1250 injection. Important. Hein. Peter 12 du coup pour le carbu. Mais c'est le seul à avoir joué Quartararo. Hein. Non mais j'aime bien la 1200. Et oui, effectivement, et il a un mental au top, comme on le disait. Soit il se pose pas de questions, soit il a un mental d'acier, ce qui augure de bonnes choses pour la suite. Et Morbidelli, c'est aussi une surprise, mais moins parce qu'on sait que le gars est fort. Visiblement, les YAM, en gros, on a à chaque fois l'impression que les YAM N-1, elles marchent toujours et que les pigeons c'est les YAM officiels, quoi. Je pense qu'il y a des explications rationnelles à tout ça, mais on nous les donne pas. Mais oui, mais ça, du temps de Tech 3, c'était déjà la blague. Et bon. Parce que tu te souviens qu'en Allemagne, ils avaient étudié les temps de Folger. Ils avaient plus qu'étudier, ils avaient fait un copier-coller du setup, quoi. Ils avaient fait une IRM de Folger. Oui, c'est ça, ils avaient cloné un Folger pour le faire tourner. Marquez, quand même, parce qu'il a le don d'exister, il arrive en 3ème position. Et alors, moi j'ai relevé Lorenzo 11. J'espère que ça rappelle, comment dirais-je, les temps où il se faisait tancer par Ducati parce qu'il faisait pas des bonnes qualifs. Ça, tu voudrais que Tardozzi parte chez Honda? Oui, c'est ça. J'aimerais que Tardozzi aille un peu coacher. C'est gonflé, toi. Moi, je suis un enculé. C'est ma marque de fabrique. Voilà. Olivier, qu'est-ce que t'en as pensé de cette pole de Quartararo? On va parler que de la pole, là. Ah bah, j'étais sur le cul. Hein. Ouais. Comme tu as dit tout à l'heure, Pierre, on le sait fort en Espagne. Après, et comme tu disais tout à l'heure, Steph, le mec a tout débranché et il s'est dit j'y vais, quoi. Et ça, c'est beau. Tu trouves qu'il a tout débranché? Bah, je pense, ouais. En interview, il disait qu'il a oublié son statut de rookie et. J'ai entendu une interview où il disait que ça bougeait de partout, c'était n'importe quoi. Mais je pense que c'est l'impression. J'imagine qu'en plus, l'adrénaline, elle était 2 fois plus forte que sur un Marquez qui sait que bon. Bon, allez, je fais la pole ou pas. Mais Marquez, il faut signaler quand même qu'il fait ça sous l'air Marquez. C'est que ce serait comme de gagner Roland Garros sous l'air Nadal. Là, je sais, mes métaphores tennis, ça fait chier, mais. Non, mais c'est-à-dire que tu fais pas une pole parce que le mec est pas là ou. Marquez, il arrive en FP1, il claque le meilleur temps tout de suite, il mène il va siroter une tous les essais. Il fait souvent ça, Marquez, il claque des pendules et puis après il se casse. Enfin, il se casse pas, mais il continue. Mais il avait claqué les meilleurs pendules en hard en plus. Hein. Oui, donc il a le don de mettre tout le monde d'accord et après il gère, si j'ose dire. Enfin, alors comme après, Marquez peut gérer. Je sais pas si vous avez vu les qualifs, mais Marquez il a adopté une stratégie, je crois que c'était le seul. Il a adopté une stratégie de 3 runs de 1 tour à fond. Ouais. Alors que Quarta a fait que 2 runs de 2-3 tours chacun, je crois. En tout cas, je crois que Marquez s'est un peu perdu parce qu'il me semble qu'il a raté un dernier tour qu'il n'avait pas eu le temps de faire. Il cherchait son rythme de course. Oui, non, mais il n'y a pas de. Après, ça n'enlève rien à Fabio qui a fait quelque chose d'exceptionnel. On y reviendra après en débrief de course. On va passer à la course Moto 3, donc un gros départ de Suzuki. Alors une chute de Rodrigo dans le premier tour, donc pas de bol parce qu'il était bien placé et il était dans le paquet de tête. On a Antonelli Dalla Porta qui mène la chasse. On va voir une autre chute qui va forcer Massia à sortir donc sur Sivière. Alors c'est un paquet d'une dizaine de pilotes qui composent donc le groupe de tête. On a Fenati qui se montre aux avant-postes, mais va baisser un peu de rythme pour revenir un petit peu plus loin du top 10. On a Riccardo Rossi, le premier qui va être pénalisé d'un long lap sur cette course. Qui va réussir d'ailleurs. Ouais, le premier, voilà, c'est ça.
Et on a les Léopards et les SIG 58 qui donnent le rythme pour le dernier tiers de course, accompagnés de Vietti et Canet. On a Foggia qui est le second à être pénalisé pour justement pour avoir à plusieurs reprises dépassé les limites de piste. Alors pendant que son coéquipier s'écarte un tout petit peu trop dans l'herbe, et on va avoir une grosse chute de Ramirez qui était deuxième à ce moment-là, où il va toucher donc la roue du premier juste devant lui. Et derrière les pilotes, il va y avoir des gros réflexes pour éviter la surchute, on va dire. Et ouais, ça a été assez bien géré par tout le peloton, sauf par Fenati qui lui va sortir dans les cailloux, gravier, et va abandonner à ce moment-là. Ouais, bah il sort un peu large et il se retrouve dans les cailloux, et il se retrouve en queue de peloton. Il reste 3 ou 4 tours, je crois. Donc c'est mort. Oui, et quelques virages plus loin, on va avoir Fernandez qui part en high side et qui va percuter Garcia, ce qui au bout du compte amène les deux 658, donc Antonelli devant Suzuki et Vietti qui complète le podium. On a Canet 4, Arenas 5, Toba 6 et Kornfeld 7, Della Porta 8 et Ogura 9. Donc on y reviendra un petit peu plus tard dans le débrief. Pierre, pour le Moto 2. Alors, on a un premier drama au tout début. Donc Nagashima, qui s'était qualifié 9e, ne démarre pas pour le warm-up lap et doit s'élancer de la pit lane au lieu de la 3e ligne. Donc la course part et c'est Gardner qui fait un super départ. Il se glisse non sans contact entre Navarro et Marquez. Mais c'est bien Fernandez qui est devant au premier virage. À la sortie du virage, Rémi Gardner nous fait un high side à la remise des gaz. Et il va chuter assez lourdement. Et là, c'est un peu du freinage et de l'évitement à non plus finir. Tout le monde a réussi plus ou moins à s'en sortir, sauf Marquez qui est vraiment dans la roue et qui n'a pas pu éviter Gardner. Donc Marquez au sol. Et Pratama qui est en fond de peloton, va éviter Gardner, mais la moto glisse encore sur la piste, va venir le percuter, le faire chuter. Encore une fois en plein dans le tas de pilotes. Ouais. Et cette fois c'est Bezeki qui va percuter Pratama dans le dos alors que la moto traverse la piste, mais ne fera pas d'autres victimes. Bezeki déséquilibré va lui faire un petit high side à basse vitesse, mais bon. Devant, Fernandez avait bien gardé la tête poursuivi par Lutti, mais la course va être stoppée immédiatement par un petit drapeau rouge. On va donc avoir droit à un nouveau départ avec une course raccourcie en tours, 15 tours je crois. Marquez pas fou, il a vu le drapeau rouge, donc il sait que s'il arrive à se présenter au départ avec une moto en état de marche, il pourra repartir. Mais c'est bizarre parce qu'il reste assis sur la moto alors que c'est Marshall puis les mécaniciens qui le poussent jusqu'au box, au lieu de courir à côté. Étrange. Donc Gardner et Pratama vont être évacués sur civière. Bezeki peut reprendre sa place sur la grille. Alors par contre là c'est impressionnant, les mécanos de Marquez ils vont faire un travail incroyable. Et si la moto n'est pas prête pour le nouveau warm-up lap, elle est prête avant le départ, donc Marquez pourra partir de la pit lane. Nagashima est le grand gagnant de cette affaire parce qu'il va pouvoir s'aligner finalement à sa place initiale, donc à sa 9e. Et là ça part vraiment pour 15 tours. Fernandez garde la tête et c'est son coéquipier Baldassari qui le poursuit. Les deux vont faire le trou assez rapidement, même si Lutti va s'accrocher. Course classique Moto 2, il n'y a pas grand chose à dire. On va noter les chutes de Corsi, Pasini, Loves et Martin à des tours différents. Corsi, Pasini, Loves, j'ai envie de dire, c'est tellement. C'est le bingo. Hein. Ouais, c'est tellement 2018 que c'était marrant à voir. Baldassari va reprendre le dessus sur Fernandez et va le dépasser. Et Navarro va passer l'outil. Navarro est très très fort en cette fin de course. On a Binder et Vieri qui vont suivre. À 2 tours de la fin, Navarro revient donc et double Fernandez. Avec un ou deux tours de plus, il aurait probablement passé Baldassari également. Donc on a Baldassari qui l'emporte devant Navarro et Fernandez. Lutti, Binder, Vieri viennent ensuite. Nagashima, Marini, Boulega pour le reste. Steph pour le MotoGP ? Yes, on a vu que Petronas avait frappé un grand coup et donc ils partent en 1 et 2, respectivement Quartararo et Morbidelli. Donc on le rappelle quand même parce que c'est pas si courant. Le départ se passe pas génialement pour Quartararo parce qu'il se fait bouffer, mais au T1 il arrive à faire un coup de Jarnac. Et en fait la seule chose qui arrive c'est un swap entre Marquez et Quartararo. Donc on se retrouve au premier virage avec Marquez, Morbidelli et Quartararo. Et ce trio-là de tête va rester quelques tours comme ça avec Vignales qui essaye de s'extirper, ce qui fait qu'on a observé qu'il part un peu moins mal que d'habitude parce qu'on avait l'impression qu'il était abonné au mauvais départ, ce qui bien qu'en interview sur la grille, le très souriant team manager de Yamaha avait dit notre souci numéro 1, il n'a même pas parlé de Rossi qui était à la cave, notre souci numéro 1 c'est que Vignales parte bien quoi. Ah ouais. Tout le monde est sur le pont, hein. Il a dû payer un coach mental, faire de la vidéo. Donc ça se passe plutôt pas mal pour Vignales, même si
Il a une montée en régime qui est relativement lente, mais ça, il y a beaucoup de pilotes qui font gaffe à pas se cramer les ailes. Mais c'est donc un client pour la baston finale, tel qu'on le voit. Il y a Dovi et Emir qui sont derrière. On va pas oublier Dovi, Pierre, quand même. Surtout pas. Et Emir qui font aussi un peu les diesels, mais on vient de le dire, c'est souvent pour le mieux. Morbidelli colle à Marquez comme un désespéré parce qu'il veut surtout pas le laisser s'envoler. On connaît l'animal, hein. Et Quartararo a tendance à faire le yo-yo selon les partiels sur lesquels il se trouve, 1, 2, 3, 4. Mais a priori, ce que disait le commentateur, et je me raccorde à son avis, c'est que c'est pas plus mal qu'il essaye pas d'être à 5 cm de son coéquipier, autant qu'il démarre sur son rythme. Mais c'est marrant parce qu'on dirait presque qu'il gère, et dire ça d'un rookie, c'est... Bah ouais. Enfin, moi ça m'a surpris que parce que moi si je suis rookie je dis ah putain faut pas que c'est la chance de ma vie, il faut pas que je me fasse distancer, je vais être dans le top 3. Non, là il accepte de se prendre 3 longueurs et puis après il revient dans la non plaque d'immatriculation. Enfin il est au contact et tellement au contact que on commence à voir en fait que Morbidelli ralentit son coéquipier. Ralentir, le mot est un peu fort, mais c'est un peu comme quand Dovi se faisait emmerder par Lorenzo qui le laissait pas passer, quoi. Sauf que là, le scénario est pas le même puisque Quartararo a réussi à le passer. J'allais dire proprement. Morbidelli est un peu obligé de redresser, mais c'est pas sale. Ça passe. Ouais, ça passe. C'est du jeu bar team, ça passe, c'est beau. Non, mais c'est pas un assassinat. Il se met à un endroit où il faut que Morbidelli fasse quelque chose pour que ça se passe bien. C'est bien. C'est bien vu. Et je pense qu'aussi Morbidelli est pas dupe, il voit bien qu'il a un rythme qui est légèrement différent. Et la suite nous montrera que c'était vraiment le cas. Donc en fait, Cocorico, même si Marquez est 1,5 secondes devant et mange des dixièmes à chaque tour, Quartararo second pendant au moins 5-6 tours si je ne m'abuse. Et là c'est le drame. Hein, bon, c'est spoiler alert, je pense que beaucoup des auditeurs le savent. Le sélecteur, l'espèce de panne qui arrive jamais, tu vois, sauf à lui. Ah, c'est un peu la casse moteur Rossi Mugello, là c'est la panne de sélecteur. Merde. Donc oui, on en parlait hors micro, il a quand même la présence d'esprit de se mettre très très vite hors trage parce que derrière ça arrive, notamment Rins. Ça arrive fort. Il y aurait pu y avoir carton comme Zarco à Phillip Island. Ouais. Donc non, ça c'est pas passé comme ça heureusement, mais bon, les boules, on a tous vu les images. J'étais très surpris qu'il éclate pas son casque sur sa bécane, quoi. Enfin, il a réussi à rester calme. Il doit avoir des consignes parce que personne shoot dans sa bécane quand elle tombe en panne. Je me suis fait la réflexion, tu sais, quand il y a des casse moteurs, des ECU qui pètent, il les pose sur les murs, ils font rien, quoi. Mais pourtant. Non, il a réussi à la ramener au stand. Hein. Non, mais au global, j'ai jamais vu un mec taper sur sa brelle. Parce qu'il ferme les portes. Non, mais sur le moment, parce que en fait, quand t'arrives sur la piste, t'es chaud et bam. En tout cas. Morbidelli, ça lui a pas non plus redonné du peps. Du peps, il a pas dit ah tiens je vais pouvoir faire 2. Il descend lentement mais sûrement. Peut-être aussi parce que les autres haussent le rythme. Il y a ça aussi parce qu'on avait parlé des démarrages diesel relatifs de Rins et de Dovi. Mais il continue de descendre inexorablement et on arrive à un schéma à 8 tours de la fin. On a un quartet dans l'ordre Marquez, Rins, Viñales, Dovi et à 8 tours de la fin et ça bougera pas. À signaler quand même que Rins s'est fait une remontée assez impressionnante quand même en quelques tours, de la 5e à la 2e place et bouffer Viñales comme si c'était facile, donc respect. C'était facile. Oui, tout est relatif aussi, quoi. Mais bon, en gros il confirme quand même la belle santé du Grand Prix d'avant, quoi. Ouais. Du quota, je dis non, mais c'est du quota. C'est le quota qui a gagné. C'était le quota. Il reste sur une victoire. Sur la même ligne. Donc là, 2, c'est pas mal. Et voilà, Morbidelli était certes dans le parc fermé, mais c'était pas pour un podium, c'était pour le meilleur team indépendant. Au début, je me suis dit, tiens, j'ai raté un truc. Enfin, il y a eu un coup, il est dans le parc fermé, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mecs qui se sont fait disqualifier, quoi. Non, mais c'est juste le team indépendant, mais c'est déjà très bien. Crutchlow fini, dis donc, j'ai noté. Mais 8ème, mais il finit. Ouais, je suis taquin. Lorenzo finit 12 et on en parlait aussi sur les réseaux et hors antenne à 5 secondes derrière Bradle qui est le pilote essayeur de Honda.
On dit ça, on dit rien, mais on le dit quand même. C'est parce que Bradle, il a un cadre en carbone, non? Oui, c'est ça. Puis c'est not only championne. Non, not only great rider. Bon, bref. Et oui, alors, hormis Miller qui n'a pas pu finir, il y a quand même 3 rookies, dont celui qui a signé indien à Quartararo, mais les 2 autres, Mir et Bagnaia, qui chutent. Faut-il y voir un petit souci d'ajustement de jeunesse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les Frenchies, on l'a dit, pour notre plus grand malheur, Quartararo ne finit pas. Et Zarco, 14e, c'est presque bien payé en fait, par rapport à ses déboires du week-end. Des semaines passées. Je sais pas. Non mais on peut trop rien dire parce qu'en toute façon, en plus, c'est quelqu'un d'appréciable, enfin de sympa et on voit qu'il souffre en fait. Il n'arrive pas à le cacher en interview. Il fait pas la commedia dell'arte en disant oui, on travaille bien, on a des bonnes sensations. C'est un peu comme quand Rossi c'était la misère à Yamaha en milieu de saison dernière. Il y a des axes de progrès. Il est moins langue de bois peut-être. Ouais. Donc ça fait de la peine. Pierre, tu voulais nous parler un petit peu de la Rookies Cup? Oui, alors la Rookies Cup c'était le lancement de la saison, c'était à Rérez, à côté des grands. Donc le samedi en course 1, vu qu'on a 3 Français, on va en parler. Le samedi en course 1, on a une victoire du japonais Kuni, on va éviter les blagues. Devant l'espagnol Tate, on va éviter les blagues. Et le belge Baltus. Éviter les Belges. Les Français, donc Lorenzo Felon de la ZF School finit 5e en première course. Clément Rouget de l'équipe de France de vitesse 9e et Gabin Planck 17e. En course 2 du dimanche, on a toujours le même trio en tête que le samedi, donc Baltus s'est craché dans le dernier tour malheureusement. Donc au final on a une victoire de Tate devant Cuny et l'Italien Bertelle. Les Français Felon 11e, Rouget 13 et Gabin Planck toujours 17e. La prochaine course de cette Rookies Cup sera au Mugello le 1er juin. Et pour ceux qui ne le savent pas, la Rookies Cup, le vainqueur, obtient le soutien de la Dorna pour une entrée en Moto 3 l'année suivante. Ah d'accord. Donc, surtout il a le droit, s'il n'a pas l'âge, il a le droit d'y aller. Également. Aussi. Donc c'est important. Olivier, on va commencer par toi sur... qu'est-ce que tu en as pensé de ces petites courses? Commencer par le Moto 3? Ouais, on va commencer par la Moto 3 avec une grosse course, j'ai trouvé, de Tatsuki Suzuki qui a mené une bonne partie de l'épreuve et qui finit donc 2e. C'est le tout premier podium pour le pilote japonais après une bataille assez féroce. Les dépassements n'ont pas cessé, comme souvent en Moto 3. Perso, je sais pas vous, mais je me suis régalé en tout cas. Bref, du coup, l'écurie Honda privée de Paolo Simoncelli réalise là un beau doublé avec Nicolo Antonelli qui termine donc premier. Aaron Canet, 4e de la course, prend la tête du championnat avec 10 points d'avance. Il profite là parfaitement bien de la chute de Mazia, le numéro 5. On sent qu'il a géré la fin de course pour choper les points. Et on parlait de gestion tout à l'heure et de maturité de Quartararo. Là, pour le coup, Suzuki, je l'ai trouvé aussi super mature sur la course. On l'a vu pas s'affoler. On a multiplié les dépassements incroyables et il finit 2e. C'est une superbe 2e place. Ouais, puis il démarre bien sa saison en fait, je trouve. Et là, comme tu le dis, il part fort. Ouais, il se planque un petit peu plus bas dans le peloton. Il sait quand gérer, il sait quand doubler. Il gère et il sait quand il faut y aller pour repasser devant et être bien placé à l'arrivée. Ouais, c'est une belle. Encore une fois, c'est une belle course. Ouais. Ils n'ont pas arrêté de dépasser. Quoi. Ouais, mais c'est le Moto 3, ça s'arrête pas. C'est infernal. Ouais. C'est l'enfer. Tu te crois à l'abri, il y a 10 personnes qui te passent, genre Fenati, il a connu ça. En parlant de Fenati, qui c'est qui a mis ça? C'est moi qui ai mis ça. C'est toi qui as mis ça? Bah oui. Vas-y. Fenati, qui était censé être l'expérimenté Fenati. Ah, mais là, je t'arrête tout de suite. Là. Ah non, mais attends. Qui arrivait avec son expérience, sa qualité de gagneur, etc. Il a fait 4 courses, il a 7 points. C'est une catastrophe. Ça veut pas dire que ça va durer. Ça veut pas dire que ça va durer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas de son fait. Voilà, c'est ça. Ça, on est d'accord. C'est ça. Mais n'empêche que là, sur le début de saison, c'est pas début de saison, il hypothèque clairement ses chances au championnat. Enfin, ça, tu peux pas le nier quand tu fais 7 points en 4 courses. Bah, tu te places pas en position. Après, je trouve qu'il a pas de chance, mais il sait pas se mettre à l'abri. Mais c'est ça, parce que même avant qu'il sort de la piste et qui perd toutes ses chances de faire des points, là, à Rérez, à un moment, il était dans le top 5, je crois, et puis d'un coup, en 2 tours, il se retrouve 12-13. 12-13, ouais. Et à un moment donné, ça manque de régularité. Faut fermer les portes, faut qu'il trouve le petit déclic qui fait qu'il sera au niveau un peu au-dessus, quoi. Pas de grand-chose, hein, mais parce que ça roule très vite en Moto 3, les temps sont très serrés, mais il lui manque un petit truc, quoi.
Ouais, c'est bizarre qu'il manque un truc, comme tu dis, à quelqu'un qui a son expérience et son passif, quoi. Après, ça va être le moment pour lui de se ressaisir pour éviter de faire la saison catastrophique, quoi. Parce que ça, c'est ce qui pend au nez, quoi. Ouais. On passe au Moto 2 ? Non, c'est pour moi, Baldassarri, c'est une confirmation. Moi, je l'attendais pas vraiment à ce niveau-là en début de saison. Après, tu peux gagner une course, tu peux gagner 2 courses. Bon, il chute à la 3e, là, il gagne la 4e. Là, il se place bien pour vraiment marquer le championnat de son empreinte cette année, quoi. Donc c'est chouette. Moi, je l'attendais pas. Par contre, moi, j'attendais Marini et là, ça s'enlise, quoi. Ça devient, on le voit pas aux avant-postes. C'est compliqué. Du coup, toutes les courses sont un petit peu mi-figue. Et ouais, ça s'enlise, quoi. Après, je pense pas que ce soit la faute directement de Marini, parce je trouve qu'il est à peu près au même niveau que Boulega, qui est un rookie dans la catégorie. Ouais. Mais je pense que c'est un peu comme KTM. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé le réglage châssis idéal. Ouais. Même si eux, ils sont sur Calex, l'équipe VR46. Il manque ce petit truc pour contrer les Flexbox, par exemple, qui, eux, semblent très performants. Ah ouais. Je pense que c'est pas lié au talent de Marini, parce qu'il finit les courses, je crois. Donc, il finit, ouais. C'est pas... Ouais, il finit quand même. Mais il finit, il a pas fait de top 5 cette année, je crois. Non. C'est dur. Moi, je l'attendais à un meilleur niveau. Tu voulais nous parler de KTM en Moto 2, Pierre ? Ouais, encore une fois, donc c'est pas pour être méchant envers KTM, hein, j'ai rien, mais on peut noter sur la course Binder numéro 5 et le Kouenadis qui sauve les meubles et surtout les points. Mais quand on regarde le week-end de Pasini, qui a été catastrophique tout le week-end, hein, c'était pas qu'en course, c'était en FP, au qualif, il est 21, alors que juste avant, avec une moto Calex, il signe une 4e position au résultat. Donc on comprend la différence de niveau entre les deux châssis, parce que le pilote en 3 semaines il n'a pas pu perdre son niveau, le moteur c'est le même sur les 2 motos. Le team est peut-être un peu moins bon, mais ça reste Angel Nieto. Donc, c'est des teams qui sont expérimentés dans la catégorie aussi. Donc c'est là où on voit la différence. Après, moi j'attends de voir le Grand Prix de France, du coup, où Pasini va retrouver une Calex. Donc avec le team Petronas. Ça serait intéressant de voir. Expérimenté aussi, ouais. Du coup, KTM, ils sont en difficulté. Je crois que c'est le meilleur résultat de Binder cette saison, 5e position. Lui qui était, en termes de talent, un des favoris cette année. Je pense qu'il va faire une saison blanche. Là, je vois pas comment ils auront le temps de rattraper Baldassarri qui semble sur sa lancée. Avec la 4e. Non, mais tu sais. Par un coup du sort. Mais peut-être que KTM, ils concentrent tous leurs efforts sur le MotoGP, non? C'était l'idée, je pense, en début de saison, mais je crois que là. On verra. Effectivement, c'est que la 4e course. Je m'emballe peut-être un peu. Non, mais après, 4 courses, t'en gagnes 3. Tu montes c'est qui, quoi. Tu chutes sur celle que tu gagnes pas parce que tu vas peut-être un peu fort, mais pas que t'es en tête de peloton quand même. Donc, non, mais ça va être. Je pense que Baldassarri cette année, si ça continue comme ça, il va marquer. Ça va y aller, quoi. Esprit. Tu disais Marquez-Poissard, mais cette fois c'est pas sa faute, Alex Marquez. Il se retrouve dans le mauvais. Pas de cul, dans la roue de Gardner. Il avait fait une bonne qualif. Il avait des temps corrects. Et puis là, chute, il part en queue de peloton, il peut rien faire, quoi. On va passer au gros du morceau. Olivier, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu du MotoGP. Ouais, et ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai commencé par parler de Rossi, qui a été assez absent globalement quand même le long de la course. On l'a pas vu batailler des masses, mais il termine quand même 6e, parti 13e. Je trouve que il l'a fait à l'expérience, le Rossi, lui on aurait pu penser qu'il avait pris un coup au moral après la qualif. Le mec fait sa course. Il a fait son épicier de quartier, en fait, parce qu'il a beau se retrouver par le truchement du championnat avec pas beaucoup de points, 4, une blessure par-ci, une victoire surprise par-là, il peut revenir dans le championnat. Donc c'était important de faire 6 et pas 13, quoi. Même si 6 c'est pas bien payé en points. Non, c'est pas bien payé, mais voilà. Au moins ils sont dans les points. Il les sauve. On a Dovi qui échoue au pied du podium, juste derrière Vinales, parti 4e, fini 4e. Belle constance, Dovi, dans cette course. Marquez, incroyable. Maîtrise totale, de A à Z. On a l'impression qu'il a encore un petit peu sous le pied, même, qui claque les temps quand il faut, qui pense au rythme de course dès le premier tour, et puis après, boum, il claque des temps.
toujours sur les mêmes dixièmes, 2 dixièmes de seconde sur les tours, c'est quand même assez incroyable. Comme il manque de défis, il doit se dire mon nouveau défi là sur cette course, comme je m'ennuie, c'est de faire des temps au dixième. Exactement. Tac, tac, tac. Ouais, c'est con. Non, parce que en plus de battre les records, il essaie de prendre les pseudos, les surnoms des autres pilotes. Donc là, il va piquer le surnom de métronome à Lorenzo. Oui. Donc il lui restera plus rien à Lorenzo. Non, mais ou alors avec son team, ils se font des paris. Tu sais, il lui enlève la moitié des rapports. Il y a un 3-5. Tu crois qu'il lui change l'ordre de la boîte? Oui. Parce que sinon, il se fait chier, il s'endort. Narcolepsie direct. Hein. C'est ça qui a la dernière course en fait. Et ils ont pas dit, mais c'était un problème technique. Il s'est endormi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu le voir et j'aurais été curieux de voir sa réaction. Est-ce qu'il en avait vraiment sous le coude quand Quartararo a commencé à le poursuivre? Ça, on le saura jamais. On le saura jamais, mais ça aurait été intéressant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Surtout qu'il arrivait fort en plus Quartararo. Qu'est-ce que je voulais dire? Juste une petite blague comme ça, à croire qu'il a fait exprès de finir 3ème en qualif pour pouvoir faire l'inter aux 2 Petronas au premier virage. Ce qu'il a fait, effectivement. Son départ est complètement. L'expérience du gars. On parle toujours des gens qui ratent leur départ, mais lui, c'est le mec qui réussit toujours ses départs. Il est toujours là. Il se tape jamais des pénalités parce qu'il a bougé, il cale pas, il s'enflamme pas, il passe. Ouais. Et puis bon départ de Vinales, on en a parlé tout à l'heure rapidement. C'est signalé. Premier bon départ de Vinales. Très bon départ même. Premier non mauvais départ de Vinales. C'est pas un all shot non plus, hein, mais on peut signaler que il est resté à sa place. Il s'est acheté une santé. Ouais. Bravo. Passer ça, sinon la course globalement, je pense que Pierre va être d'accord avec moi, n'a pas eu énormément d'intérêt niveau spectacle, surtout comparé à la Moto 3 même à la Moto 2. On se croirait presque en Formule 1. Quand même pas. Marquez, Hamilton. on a un Français qui fait un 2 dans le. Oui, c'est ça. C'est passé la déception de la panne mécanique. En fait, après, il y a eu. Il y a quand même eu Rins, mais c'était pas non plus des batailles de chiffonniers. En fait, et on a eu l'impression qu'il. Mais il partait de loin, mais par contre, il est remonté de 5 à 2, mais c'était propre. Donc en fait, paradoxalement, c'était pas les jeux du cirque, quoi. C'était pas. Je te mets des coups de coude et je fais des freinages d'enculé, quoi. Il est passé super propre. Il avait un rythme supérieur à ceux qu'il a doublé. Mais il est encore jeune et il arrive à maîtriser ses nerfs et son rythme de course comme quand il a niqué Rossi, en fait. Il est passé au bon moment. Il n'a pas été impressionné par la entre guillemets légende. Moi, je mets pas de guillemets, mais les gens vont me dire tu casses les couilles avec Rossi. Tu casses les couilles avec Rossi, ouais. Oui, c'est vrai. Tu es un Jean. Je suis un Jean, ouais. Oui, donc on va peut-être en parler de Zarco ou après. Vas-y, on en parle maintenant. J'avais quand même noté que c'était le championnat national espagnol, c'est pas le CEV, mais c'est un putain de podium 100% espagnol. Et j'ai noté une petite boutade, c'est que je pense que les gens des circuits vont même plus s'emmerder, les MP3, les hymnes nationaux, ils vont mettre que l'espagnol. Et en fait, ils diront. Comme à Roland Garros. Ouais, ils diront désolé, on n'avait pas les autres. S'il y a un mec qui malheureusement n'est pas espagnol. Arrête. Non, mais j'en ai marre d'entendre cette hymne à la con. Là, au Mugello, t'entendras l'hymne italien, t'inquiète. Ouais, j'espère bien. T'inquiète. Putain. Bref, excusez-moi. S'il te plaît. J'avais un petit truc à dire. Donc, effectivement, la course était un peu ennuyante. Enfin, peut-être pas ennuyante, mais on va dire peu spectaculaire. C'est peut-être le terme. Plus spectaculaire. Et j'ai remarqué un truc en revisionnant la course une deuxième fois parce que j'aime ça. La course de Dovi et de Petrucci. Ils ont roulé ensemble en fait. Enfin, je sais pas si vous avez vu. Sauf à la fin quand Dovi essaie d'aller chercher Rins. Ils ont roulé vraiment ensemble comme si. Enfin, j'ai jamais vu ça en moto GP quoi. Dovi entraînait Petrucci pour lui peut-être lui apprendre comment conduire la moto. Et Petrucci n'a jamais essayé de le doubler. Après, il avait peut-être pas le rythme. Ouais, il n'avait pas le rythme, je pense. Mais c'était vraiment, il l'a entraîné quoi. Et c'est pas Dovi, Lorenzo que tu aurais vu ça ou l'époque de Rossi et Lorenzo. Il y avait l'époque où Lorenzo essayait de faire un Miami avec Pirot pendant les essais. Mais là c'est en course. Oui, je sais bien. Différent et c'est impressionnant à voir cette. On en parle souvent, mais. Non, c'est vrai que Petrucci a priori a des valeurs pas que pilote, mais dans le box aussi quoi. C'est beaucoup de gens qui signalent que c'est rare d'avoir une bonne ambiance comme ça. Ils pointent personne du doigt quand ils disent ça. Et du coup, on a le meilleur résultat de Dovi à RS. Donc oui, c'est qu'une 4ème place, mais c'est son meilleur résultat en MotoGP.
Pareil, je pense qu'il fait de l'épicerie aussi. Hein, et là, du coup, par rapport à l'année dernière, du coup, il avait dû abandonner parce qu'il avait chuté à cause de... Un beau strike l'année dernière. Il finit la course. Donc, il est mieux. En espérant qu'il fasse un résultat au Mans. Pareil, l'année dernière, il avait perdu tous ses points au Mans. Donc voilà, pour le championnat. Qui veut commencer sur Zarco? Qui c'est qui a mis les petits mots sur Zarco là? Il y a tellement de choses à dire. Moi j'ai déjà tout dit dans les épisodes précédents, j'en rajoute pas. Oui, je vais profiter de ma nouvelle venue. Non mais j'ai rien contre Zarco en plus. C'est un super pro et tout. Moi j'ai clairement pas compris son pétage de câble après. Il savait où il arrivait dans une équipe jeune. Il peut pas reprocher à la moto d'être merdique au bout de 4 courses et même avant. C'était même avant cette course qu'il commençait à râler sur la moto. Et le pire pour moi, c'est je pense qu'il se grille même devant toutes les autres écuries constructeurs. Quoi. Après, bon, c'est... Vas-y. Il y a deux choses dans ce que tu as dit. Déjà, Zarco, ça lui est déjà arrivé de gueuler, même chez Tech 3, même en Moto 2. Enfin, c'est pas un caractériel, mais quand il a des choses à dire, il a le cœur gros, il se lâche, et puis après ça va mieux. Enfin, c'est toujours le sentiment que j'ai eu. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il savait où il débarquait. On connaît comment il est arrivé chez KTM, mais je pense qu'il savait. Il est quand même surpris de partir d'aussi loin. Ouais. Et il y a peut-être un problème culturel ou de communication. C'est compliqué à savoir d'où on est. C'est un vrai travail d'équipe. Il suffit qu'ils ne s'entendent pas avec 2 personnes dans l'équipe et ça peut. Il paraît qu'il ne s'entend pas avec son chef mécano, qu'il a demandé à Pete Burrer de. On va pas commenter les rumeurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, pardon. Non, mais par contre, tu peux parler de ce qu'a dit Paul Espargaro à l'arrivée quand ce magnifique pilote ne sait pas compter les tours et arrive et réussit. Paul Espargaro, ouais, c'était plutôt mesquin de sa part. Quand on parle d'esprit d'équipe, il dit à chaque fois il se compare à Zarco, donc c'est normal dans un team de se comparer à son coéquipier, mais de toujours rabaisser, sous-entendu parce que Zarco arrive en tant que numéro 1 pour sauver la marque. Et du coup, Paul, il veut le remettre à sa place systématiquement. Il dit je finis quand même, je sais plus combien, 10 secondes d'avance. Ouais, je mets 2 secondes et demie à mon coéquipier. Et en plus, je me suis loupé sur le. C'est pas nécessaire parce qu'il finit loin. S'il finissait tous les week-ends sur le podium, il n'y a rien à dire. Voilà. Mais c'est pas le cas. Par contre, encore une fois, il a tapé une pendule aux essais de RS le lundi. Il a fait un bon temps. Paul? Ouais. Paul. Donc il est très rapide sur un tour, ça on peut pas lui enlever avec la moto. À chaque fois, Zarco, il dit que c'est pas ce qu'il cherche à avoir, c'est pas un temps exceptionnel sur un tour, qu'il va avoir une moto facile à piloter. Et c'est marrant, c'est que Rossi même est venu au secours de Zarco en disant que c'était pas facile de partir, surtout de la Yamaha qui est apparemment la plus facile à piloter de tout le paddock. Et c'était pas facile de venir sur une moto que tu connaissais pas. Je pense qu'il a de l'empathie avec son épisode Ducati. Ouais, sûrement. Ça a dû lui rappeler des trucs. Non, mais c'est la question qui a été posée effectivement à Rossi, à Lorenzo. Non, il était pas là, mais à Rossi, à tous ceux qui avaient changé de moto dans leur carrière, effectivement en conférence de presse, et c'est ça qu'il a répondu. À Dovi aussi, je crois. Et ce qui est intéressant de noter, de toute façon, on parle beaucoup de Zarco parce qu'on l'aime tous et on aimerait qu'il réussisse, je pense. Mais c'est que Lorenzo et Iannone, qui ont aussi changé de marque cette année, ont aussi des grosses difficultés à faire des résultats corrects. Donc, on attend beaucoup de Zarco. Il n'est pas le seul à ramer. Voilà. C'est ça qui me surprend. Enfin, tu changes d'équipe, tu te dis, bon, je vais ramer peut-être 6 courses. Et là, ça a l'air de le surprendre, quoi. Mais après, il est pas 12, il est 17, c'est vrai. J'oublie pas Bayer qui a commencé à lui tirer dans les pattes au 2e Grand Prix. Non, premier Grand Prix FP1. Oui, c'est vrai. Oui, premier Grand Prix FP1. Mais donc, ça doit faire un tout. Je pense que ça doit faire un tout aussi. Et ça peut pas aider. Je dis pas que c'est ça qui fait que le châssis n'arrive pas à se régler correctement. En fait, si on suit le discours de Zarco, c'est que quand t'as meilleur quelque part, ça se détériore ailleurs. C'est une sorte de château de cartes, le truc, pour lui. Il y a beaucoup de ciboulot, donc ça peut aider. Je pense qu'avant tout, il ferait mieux se concentrer sur la cohésion de leur équipe. Parce que là... Oui, un coéquipier je veux dire, il n'a plus besoin d'ennemis avec un coéquipier comme ça. Ouais. Et puis, effectivement, si ça couac avec le team...
Il y aura peut-être un week-end en Sologne à faire des mythes sur la table, genre des espèces de jeux de rôle, genre oui, alors on va tous se prendre par la main. Non, mais une chasse à l'homme. Non, mais après, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour s'énerver. Par contre, ce qui serait pas trop tôt, c'est qu'il se fasse un séminaire pour se détendre. Oui, après, on n'en a pas parlé, mais Pedrosa, il commence doucement. Il aurait dû participer aux essais. Il n'a pas pu parce qu'il n'est pas encore dedans, mais a priori, il a déjà pu tester la moto. Donc voilà, ils vont avoir des retours de pilotes différents, de pilotes expérimentés, de pilotes jeunes. Faut pas oublier que Zarco, c'est que sa 3e saison. Ouais, clairement. Il va pas développer. Voilà, personne n'a une baguette magique. Voilà, faut du temps à tout le monde. Il faut le laisser à l'équipe comme à Zarco. Mais à côté de ça, on a Petronas où apparemment l'ambiance est quand même un peu plus sympa. Bah oui, mais Morbidelli qui était censé signer la pole parce que c'est quand même le plus expérimenté des deux vu les meules qu'ils avaient. Dans le parc fermé, il dit bravo Fabio. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'il faut réagir. Oui, non mais je suis d'accord. Mais faut que ça le tire vers le haut. Bah oui. Pas enfoncer l'autre, il faut que ça le tire vers le haut. De toute façon, Fabio n'a pas eu un mot pour dire Morbidelli il est nul. Bah, heureusement. Non mais ça paraît évident, mais voilà, juste pour comparer avec Katoche. C'est ça qui est dingue, c'est que ça paraît évident, mais quand on voit ce qui se passe dans les autres équipes et qu'on dit putain, quelle tête de con de réagir comme ça face à son coéquipier. Mais comme on le dit, ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant. Bah oui. Il y en a d'autres à l'époque qui ont dit que leurs coéquipiers étaient champions du monde, mais seulement en 125. Mais il y a ça aussi. Mais tu vois, quand tu parles de Petronas, c'est dans le même esprit, exactement. Petronas, faut pas oublier qu'il y a 6 mois, on n'en parlait même pas, quoi. Enfin, ils avaient même pas. Enfin, si, on en parlait, mais il y a 1 an, à Rérez, on savait même pas qui allait être l'équipe satellite de Yamaha. Encore moins quel pilote. Encore moins quel pilote allait monter dessus. Et 1 an après, les mecs, ils sont 1er et 2e sur la grille. Avec un mec qui a une spec B, quoi, en plus. Moi, je dois quand même avouer qu'à l'époque, j'étais intrigué qu'ils aient pris Quartararo. J'étais agréablement surpris. Parce que je me disais, mais comment ça se fait qu'il parie sur ce gars-là, qui a montré des très belles choses, mais quand même MotoGP c'est un peu le boss de fin de niveau, quoi. Et là on voit que le mec il est à l'aise. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Et j'aurais jamais parié ça. J'aurais dit c'est bien s'il fait des top 10 des fois. Bah oui, mais c'est les objectifs qu'il avait annoncés en début de saison. En plus, il dit moi je veux faire des top 10. Il continue à être meilleur rookie de la saison. Et être meilleur rookie. Là il est meilleur rookie. Il fait quand même une pole. Il fait une course. Enfin, il peut pas terminer sa course, mais il fait quand même une très belle course. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il marque les esprits. Et pas que des teams, des autres pilotes, parce que. Il se fait un nom, comme Zarco s'était fait un nom aussi en début de sa première saison. Il y a 2 ans, il a continué, à bien progresser. Moi, c'est ce qui m'étonne le plus chez Quartararo, c'est la progression, quoi. Il arrive avec une humilité quand même assez annoncée, avec des objectifs. Pour l'instant, c'est en plus une bonne humeur qu'il conserve. Il s'est pas pris un coup de stress en disant faut que je sois focus et tout. Là, il se marre. Enfin, on le voit dans son box, il claque des high five à tout le monde. Il est content. Comme un labrador qui a trouvé une balle de tennis, quoi. Il est content. Il est content. Quand on avait l'occasion d'interviewer, c'est juste un jeune homme parfaitement heureux d'être là, quoi. Carrément. C'est beau. On a finalement, avec toutes les pressions qu'il y a sur tout le monde, on avait oublié que c'était possible que tu sois en mode pas en mode balèque, mais en mode c'est cool. Après, je sais pas comment est son contrat, je sais pas s'il est en 2 ans ou en 1+1, mais ça amène aussi la réflexion où il prend les choses une par une et il avance et il progresse très vite. Ce qu'il a montré à Rérez aux essais, ça peut que l'encourager. Et on en parle beaucoup de l'évolution des rookies en MotoGP. Et autant... je pensais plus à Oliveira sur KTM. C'est ça. Qui, à mon avis, va souffrir, même si c'est un très bon pilote. Et ça risque de faire l'entonnoir assez vite, quoi. Je pense que Petronas, ils ont dû laisser le mode d'emploi de la Yamaha sous la selle. Et donc, Quartaro, il a fait. Alors, c'est ça, tu mets à fond et tu roules, c'est cool. Non, mais vraiment, en fait, une arrivée sur une machine stratosphérique, il y a beaucoup de pilotes qui mettent un peu beaucoup de temps. Et même Morbidelli, en fait, là, il commence à bien doser, mais. La toute première année à Morbidelli, c'était pas la fête au village. Mais non, attends, il était sur une Honda caca. Non, mais le fait de se faire à la bête, il a aussi une progression
Je sais pas si Honda était si caca que ça. Enfin, si, c'était pas. Si. Regarde ce que faisait Nakagami avec la vieille Honda cette année, ça n'a rien à voir. Enfin, les Honda de marque VDS. Mais pour revenir à Fabio, on l'a pas dit ou on l'a dit, mais j'ai pas entendu. Il a battu un record. Ouais. Plus jeune pilote a signé en pôle. Plus jeune pilote en pôle, on l'a battu Marquez avec ce record, donc félicitations à lui. Ouais, là, faut aller le chercher ce record parce que. Oui, c'est ce que. Et Marquez a souri. On parle de Honku l'année prochaine qui monte en MotoGP. Non, mais ce serait presque le même délire en fait. Beaucoup plus délirant, mais cette capacité à dompter une MotoGP qui est réputée lourde, trop puissante entre guillemets. Tu déplaces tous tes repères de freinage, rien à foutre. Rien à foutre. Et pour en revenir à sa petite casse à Fabio, j'ai lu une spec intéressante sur les Yamaha. Ils ont une tige de sélecteur en pas de vis 6 mm. Ouais. Alors que tous les autres constructeurs sont en pas de vis 8 mm. Ouais. Du coup, potentiellement, ils ont changé. Ça peut. Non, mais ça peut. Non, ils n'ont pas changé, mais je veux dire, c'est un choix de leur part. Mais justement, les autres constructeurs ont changé parce que potentiellement, il y a une faiblesse. C'est un peu juste. C'est un peu juste en termes de résistance. Et peut-être que Fabio appuie trop fort sur son sélecteur. Mettre du 12. Mettre du 12. Après, c'est trop lourd. C'est trop le compromis. Ouais, mais tu le perds au milieu. On va parler de Lorenzo ? Non, tu voulais parler de ? Oui, une dernière chose sur KTM, si je peux revenir dessus. Ouais, vas-y. On a Paul qui avait été interviewé, il disait un truc intéressant sur ce qu'avait dit Pedrosa lors de ses tests hivernaux. Apparemment, les retours de Pedrosa sur la moto et le fonctionnement du team ont généré je reprends ces mots, ont généré des débats très houleux chez KTM. Donc c'est pour vous dire que déjà au mois de novembre... Du coup, ils ont chié sur Zarco, c'est ça. Déjà au mois de novembre, Pedrosa avait détecté des trucs qui potentiellement différaient de chez Honda, parce qu'il n'y a que cette référence. C'est pas la pire. Et il disait non mais ça faut revoir, ça marche pas quoi. Et ça a généré des débats, donc on ne sait pas s'ils ont quand même progressé. Et en tout cas Paul disait ça. Donc lui aussi veut une moto qui fonctionne. Paul il veut pas garder la moto qu'il a actuellement, on va pas lui enlever ça non plus. Mais... Donc du coup on parle un petit peu de Lorenzo. Qui veut se lancer ? Je me lance ou... Oui, vas-y, parce que moi je dis plus rien depuis qu'il est plus chez Ducati, ça me touche plus. Ça te touche plus ? Ouais, derrière Bradle, ça on l'a rappelé. Alors il y a eu des blessures, il y a eu de la malchance. Moi j'ai l'impression que le mec en fait il est pas ce qu'il fait quoi. Parce qu'entre le pit limiter au départ, ça c'est quand même pour sa pomme. Là, pendant les essais, il prend une voie de garage devant son ancien mécano de chez Ducati. Bon, ok, il poursuit et il va se mettre chez Honda, mais... Hamilton avait fait la même en F1, sortant de McLaren et en ça passant a chez arrêté Mercedes. devant un mec de chez Ducati. Il s'était arrêté chez McLaren en passant chez Mercedes. Carrément arrêté, parce que là, Lorenzo, il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté, mais c'est... Alors. C'est pas la bonne couleur. On refait la peinture. Incroyable. Non, mais moi, je trouve que c'est des petits signes qui montrent que le mec il est pas dans ses bottes quoi. Ça fait penser à quand il n'arrivait plus à rouler sous la pluie, quand il était chez Yam. En fait, t'avais deux Lorenzo. T'avais Lorenzo qui pète tout. Pas seulement un grid rider, mais là c'était t'as l'impression qu'il a deux modes. Là, il est dans ce mode où 11 quand même. Alors après, il y a peut-être à chaque fois il y a forcément des raisons, mais parce qu'on sait, il nous l'a prouvé en gagnant chez Ducati que c'est quand même pas un Mickey au sens pilotage. Non, mais si tu veux, ce qu'il a prouvé aussi chez Ducati, c'est le mode alternatif quoi. Et là, il est dans l'alternative basse quoi. Enfin, il est en difficulté, il est pas ce qu'il fait, je trouve. Mais c'est surtout que chez Ducati, quand il était dans l'alternative basse, comme tu dis, on l'entendait dans les médias. Il y avait toujours un truc à dire. Ouais, c'est vrai. Et là, il était blessé, donc on peut pas lui voir ses résultats, mais il est vachement en retrait dans les médias. J'entends pas d'interview de lui où il est aussi punchline, il n'y a pas de truc où il démonte son coéquipier. Bon, là, c'est Marquez, donc peut-être ils sont potes. Il peut rien dire. Il partirait de loin, je pense. Il manque le petit Lorenzo, c'est punchline, c'est ce que je disais, quoi. Et du coup, on a l'impression qu'il fait le dos rond, quoi. Il a peut-être appris de ses erreurs passées aussi. Il y a peut-être un coach en communication qui lui dit oui, c'est possible aussi. Les gens vont te jeter des cailloux, quoi. Peut-être que contrairement à Ducati où il pouvait prétendre être numéro 1, là il sait qu'il peut pas le prétendre, donc il n'a pas intérêt à déclencher de guerre, quoi. Ouais, il y a ça aussi. Bon, après, ça va être la Catalogne. Enfin, ça va venir assez vite, je crois. Barcelone, c'est bientôt. Là, on a France, Mugello. Je crois.
Mais bon, la jurisprudence nous oblige à être prudents parce que. Non, mais Rérez, il est toujours bon à Rérez en général, Lorenzo. Et là, bon, le week-end a été compliqué. Sur le fait qu'il arrive à apprivoiser et la bécane et le team, ça peut arriver. En FP1, il fait un excellent résultat. Il finit 5ème, je crois, de la FP1. Ouais. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Olivier, tu veux rajouter quelque chose? Le dernier clou dans le cercueil. Non, c'est bon. J'essaie de trouver des bons points. Non, mais pas sur Lorenzo ou sur d'autres pilotes, d'autres choses. Non, rien. C'est bon. C'est bon? On a tout dit. On va faire un petit point championnat rapide. Allez. Donc en Moto 3, c'est Canet qui prend les commandes avec 58 points, 1 point devant Tonelli, et Mazia est 3ème avec 45 points. En Moto 2, on a Baldassari avec 75 points, comme on l'a dit. Ouais, surprise. Lutti 2ème avec 58, Schroeter 3ème avec 48. Et en Moto GP, Marquez en tête avec 70 points. 2ème Rins avec 69, Dovizioso 3ème avec 67 et Rossi 4ème 61. Au championnat, donc on a Quartararo qui est 13ème et premier rookie avec 17 points et Zarco 18ème avec 5 points. On va passer au point Frenchy hors GP. On va parler un petit peu des 24 heures du Mans. Allez. Donc c'était la deuxième manche du championnat d'endurance qui s'est déroulée le week-end du 20 au 21 avril. C'était Pâques, hein? Ouais, c'était Pâques. Oui. Donc le team Kawa avec Jérémy Garnoni, David Checa et Erwan Nigon qui gagne. Grosse bataille avec le team Honda, donc mené par Depugnet, Hernandez et Sébastien Guimbert, jusqu'au dernier tour qui a dû ravitailler donc à quelques minutes de l'arrivée et qui coûte évidemment la victoire. Donc à 1 minute d'écart seulement à l'arrivée. 3ème le CERT, donc avec un tour de retard, et donc c'est Dominique Mélian qui va prendre sa retraite à la fin de la saison. C'est ça. Ouais. Donc le team champion en titre, donc FCC TSR Honda, avec Joe Chouk, Freddy Forêt, Mike Di Meglio, donc il y a eu pas mal de difficultés sur cette course. Ils sont à 100 tours d'écart avec quasiment 3 heures au box pour réparer suite à des chutes. Donc c'était une course difficile. Ouais, pour eux. Ouais. Puis le dernier truc, non, c'est pas la peine. Au championnat, tu peux rappeler le classement? Ouais, au championnat, donc on a Kawa qui est en tête avec 102 points, devant le CERT avec 86 et devant Weapon Racing, donc Team Yamaha, avec 80 points. La prochaine course, c'est le Slovakia Ring qui arrive ce week-end, donc. Et ça, c'est pas 24 heures, c'est 8 heures. C'est 8 heures, c'est plus rapide. On parle un peu des Français, des Français, du French Superbike. Du French, ouais. Voilà. Donc on avait une course le 5 mai à Nogaro. Donc en course 1, c'est Mathieu Ginès avec BMW qui devance Ponson et Mathieu Luciana. En course 2, c'est les mêmes, mais cette fois c'est Ponson qui termine devant Ginès et Luciana. Au général, on a du coup Mathieu Ginès en tête à 94 points, Christophe Ponson 79 et Louis Bull avec 52 points. On a noté que Kenny Foren, à la lutte pour le titre, n'a pas participé à cette course parce qu'il a eu un heureux événement dans le week-end. Et papa. C'est ça, deuxième enfant. Félicitations. Mais il écoute pas. Bah si. La prochaine course, c'est l'Ednon, le 2 et 3 juin. Le World Superbike, on le verra à Imola le week-end prochain. Continuez les vacances. C'est ça. Et on vous invite à aller écouter notre épisode hors série avec Rémi Guillot sur le GMT 94. Ouais. Et puis rapidement, le tour des championnats Superbike locaux. Donc on a Michele Piro qui a fait tout, la totale. A tout pété. Au Mugello le 29 avril, donc il a gagné meilleur temps des essais libres, des qualifs. Paulman est vainqueur sur les deux courses, comme la première manche chez Misano. En European Talent Cup, donc le CEV Moto 3, on a les deux Français, Clément Rouget qui finit 9ème, Félon 10ème, et Vincent Falconet ne finit pas la course. En course 2, Félon 5, Rouget 15 et Falconet n'a pas pris le départ. Au général, on a Falconet 11ème parce qu'il avait participé à la première manche alors que les autres non. Félon 12 et Rouget 19. En British, Bennett Superbikes, à Houlton Park ce week-end, deuxième manche. Doublé de Ducati sur les deux courses avec Josh Brook vainqueur et Tommy Bridwell, tous les deux avec la dernière V4R. Ils font 1 et 2. Redding fait 5 et 4, voilà, parce que fallait citer. Parce que Redding. Mais il galère un peu quand même. Ouais, c'est des courses particulières chez les Anglais. Ouais. Et comme tu l'as souligné, il y a un règlement électronique qui est beaucoup plus difficile. Ouais, il y a moins d'assistance. Il est peut-être moins habitué à la violence de la moto. Faut qu'il s'y fasse, ouais. Plus de choses à gérer par le pilote. Ouais. C'est ça. Bon, les amis, on se dit dans le prochain numéro au Mans. Ça va arriver. J'ai hâte. Nous, on sera pas au Mans, mais. Qui y va? Tu vas?
Non, j'y vais pas. Non, tu vas pas. Personne n'y va. Non, faut qu'on monte un Tipeee pour qu'ils nous payent les billets. Alors oui. Alors, en parlant de billets au Mans, il y a des jeux. Il y a plein de partenaires qui organisent des jeux pour gagner des passes. Donc il y a notamment Off-Bike qui a lancé son concours aujourd'hui, aujourd'hui mardi. Mais donc je pense qu'il va y avoir des places à gagner chez plein de partenaires. Donc faut regarder les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore de place, il y a des choses à gagner pour le Mans. Bonne chance. Ouais, bonne chance. Et nous on se retrouvera donc pour l'épisode 52 pour débriefer de ce Grand Prix. Donc on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Facebook, tout qui va bien. Le Discord, pas l'oublier, c'était marrant. C'est bien marré ce week-end. Ouais, c'était actif. Sur ce, Olivier, à bientôt. À bientôt, merci, avec plaisir. Merci d'être venu avec nous boire des bières et parler un peu moto. On peut nous retrouver sur Spotify. Oui. Preuve. Ouais. Eh oui, absolument. Eh oui. Comme quoi, on nous trouve partout, même sur Spotify. Respect. Pas sur Deezer. Les Suédois font pas des bonnes motos, mais ils font des bonnes plateformes de podcast. Ouais, c'est vrai. Spotify fait des bons trucs. Je crois qu'il y a Husqvarna. Non, c'est autrichien ça. C'est comme KTM. Non, mais... Oui, alors attention, quel est le meilleur mono Husqvarna, n'est-ce pas? Bon, allez. Au revoir quand même. Ouais. Allez, salut tout le monde. Ciao. À la prochaine.